Bonjour et bienvenue dans Mon Stade à moi, le podcast Est républicain, républicain lorrain et Vosges Matin qui va vous faire découvrir les champions de nos régions sous un jour nouveau. La Nancéienne Valérie Hénin a ouvert la voie pour les boxeuses françaises dans les années 80. Avec Émeric Imbert, elle remonte aux origines de sa passion et nous raconte les souvenirs de son premier club. Je suis restée 10 ans au Dulièvre, donc c'est là où j'ai fait mes premières armes, effectivement, avec la famille Carabin, donc 4 frangins qui me motivaient énormément, comme j'étais fille unique à l'époque. Et j'ai commencé par la boxe française et ça me permettait d'être proche de mon papa, de partir en petite compétition les week-ends. Les gamins étaient tous un peu fougueux, on va dire, parce que on n'avait pas grand-chose. Et puis cette nouvelle activité me permettait de canaliser notre énergie, de se dépenser. Et puis là, personne n'avait peur de rien, quoi, en fait. C'est toujours, d'ailleurs, au Dulièvre, c'est là que tu fais des champions dans les quartiers parfois compliqués, parfois difficiles. Les gens n'ont rien à perdre, au contraire, et ils ont envie de tout donner, ils s'économisent pas, et c'était une super expérience. Et t'as pas trouvé dans les autres sports que tu avais fait auparavant les mêmes sensations que dans le sport de combat en fait? Quand j'étais gamine, j'étais un peu garçon manqué. Et puis, j'étais un peu solitaire aussi. Et c'est vrai que dans la boxe, j'ai trouvé tout me plaisait, que ce soit me défouler, frapper, bouger. Puis c'est un travail très compliqué. C'est technique, c'est tactique. Il faut tout travailler. La coordination, apprendre à sauter à la corde, les échanges, anticiper. C'était vraiment très très riche de plein de choses. Et puis, je pense que j'avais un peu d'agressivité à donner, donc ça me correspondait bien. Donc j'étais un peu avant-gardiste pour l'époque parce qu'il y avait très peu de filles, surtout en France. Et c'est dommage, je suis pas tombée à la bonne période parce que c'était pas assez médiatisé comme discipline, mais c'était très intéressant. Tu mentionnais que tu as pris du plaisir, mais tu as pris aussi des titres en boxe française. Tu as été plusieurs fois championne de France, aussi en Cannes. Et puis, au fil des années, à tes 20 ans, tu as ta première chance de ceinture mondiale face à la fameuse Lucy Reichker, qu'on appelait Miss Tyson. C'est ça. Mentionné. Est-ce que tu te souviens en fait du moment où on t'a proposé ce combat? Est-ce que pour toi c'était une évidence, il fallait y aller ou... Lucy Reichker, moi je la connaissais pas du tout. C'était effectivement Miss Tyson, comme tu as mentionné. C'était la première fois que je gagnais 5000 francs donc, pour un combat. Là, il y avait une bourse. Donc, nous, on gagnait un sandwich, une bouteille pour boire un coup, et puis c'est tout, un sac de sport ou un t-shirt, enfin des bricoles. Donc, 5000 francs pour l'époque. Je venais d'emménager, donc ça me payait ma machine à laver, mon four et tout, tralala. Et puis, je me suis entraînée avec Lucine Bengafour parce que c'était en boxe américaine. J'y connaissais rien à la boxe américaine. Apprendre à bloquer les coups, je savais pas bloquer les coups et puis j'ai appris un peu vite et un peu mal puisque je me suis fait bien amocher sur le 4e round, mais c'était une expérience très intéressante, c'était une découverte de la Hollande, c'est pareil, j'adore la Hollande et je connaissais rien de la Hollande, donc on est parti sur Amsterdam, on l'a visité avant le combat et puis c'était une belle expérience. Et surtout c'est à partir de ce combat où tu es convaincu que tu as quelque chose à faire dans le pied-point? Franchement, je vais pas te mentir, c'était une expérience tellement difficile et douloureuse que j'ai vu un autre monde, j'ai vu un autre univers, j'ai vu des champions, j'ai vu de la boxe professionnelle, parce qu'en fait en boxe française il n'y avait pas de boxe professionnelle, tu vois, c'était plutôt amateur, et puis il n'y avait rien à voir avec ça, donc j'ai pris une bonne claque. C'était une ouverture d'esprit pour moi, je me suis dit oui, pourquoi pas. Je pense que mon père qui à l'époque avait des envies d'organiser des gros galas s'est dit je pense qu'elle a quelque chose à faire, il va falloir qu'on peaufine un petit peu l'athlète, et puis pourquoi pas organiser, parce qu'Alain, mon père, avait envie d'organiser sur Nancy des grosses compétition, c'est ce qu'il a fait par la suite. Il a organisé en boxe française aussi un championnat d'Europe, pour moi un championnat d'Europe, championnat du monde, enfin pour Lucine Bengafour, pour beaucoup de combattants, il a fait de très très belles compétitions, de beaux événements. Et justement, alors après, les ceintures s'enchaînent. Alors là, tu as été quasiment sur toutes les disciplines. Tu as été championne d'Europe, du monde en kick, en boxe anglaise, en full, titre aussi en taekwondo, 3 titres de championne de France, une coupe de France, médaille de bronze
en championnat d'Europe taekwondo. Enfin bref, voilà. T'es bien renseigné. T'as toute la panel. À un moment donné, quand on a tout gagné comme ça, quel est ton moteur? Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une lassitude à se dire, voilà, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, ou est-ce qu'il y a eu encore quelque chose derrière te dire, on peut gagner encore des... Il y a toujours à gagner, bien sûr. Hein. Tu sais, des titres de champion du monde, il y en a partout. Tu peux faire dans différentes catégories de poids. Donc j'ai touché à beaucoup de disciplines et à chaque fois, j'avais des ouvertures grâce à Sami Kepchi, les gens qui organisaient. Moi, mon leitmotiv, c'était les voyages. Donc à chaque fois, on me proposait un voyage au Japon, un voyage en Alaska, un voyage... écoute, j'y serais jamais allé sinon si j'avais pas combattu. Donc effectivement, c'était des opportunités pour voyager. Et puis, il y a des fois où c'était alimentaire parce que je me suis vu faire un combat de free fight alors que j'étais nul en free fight parce que j'avais des gros problèmes financiers. Et puis que j'ai fait un combat de free fight, j'ai essayé. Au Japon, j'ai tenu peut-être 6-7 minutes parce que c'était pas comme maintenant, tu vois, c'était pas un round de tant de minutes. Et puis c'était horrible, mais c'était une sacrée expérience en même temps quand même, tu vois. Donc moi j'ai toujours vibré par rapport au voyage. Donc à chaque fois ça a été quand j'étais en équipe de France de taekwondo, tout le temps on partait à Hawaï, on partait au Canada. Je me trouvais un peu imposteur dans la discipline, mais comme j'arrivais à faire des médailles et puis que j'étais en poids lourd et puis qu'à l'époque les filles n'avaient pas le niveau qu'elles ont actuellement, j'ai réussi à faire quelques petites bricoles, à faire à faire illusion. T'étais presque aux portes d'ailleurs de la qualification olympique. En 2000, on était trois pour aller aux Jeux, c'est-à-dire qu'on était trois. Puis finalement, j'étais la remplaçante de Myriam Baverel en 2000 pour Sydney. Mais je ne suis pas partie à Sydney parce que c'était pas tout à fait la même optique. Toi, dans ton parcours sportif, est-ce qu'il y a un moment donné, tu as eu des creux, des moments de bad où tu t'es dit je vais peut-être tout claquer? Comme je t'ai dit, quand j'ai perdu ma mère qui avait toujours peur que je me fasse casser le nez et tout ça, quand j'ai perdu ma mère déjà je voulais arrêter complètement. Heureusement j'ai sonné à la porte d'un gars qui s'appelle Jacques Guitienne et qui a été mon gourou une dizaine d'années, qui m'a emmené jusqu'au championnat du monde et qui était kiné au départ mais qui faisait beaucoup de médecine un petit peu parallèle, médecine douce, et qui m'a fait reprendre confiance en moi et qui m'a beaucoup aidé, Jacques. Mais bon, c'est bien sûr que j'ai voulu arrêter. Je rêvais d'autre chose, tu sais, c'est dur de s'entraîner, de prendre des coups et puis de rester motivé tout le temps, mais en fait, puis après j'ai eu 2 enfants aussi, donc j'ai eu des enfants et puis j'ai repris, Magda j'ai repris 2 mois après, j'étais dans une catégorie de poids très très lourd, donc c'était compliqué. Pour certains retraités des sports de combat, certains mentionnent, je pense spontanément à René Jacot, qui avait mentionné que lui, l'une de ses principales fiertés par rapport à tout ce qu'il avait accompli, ça avait été de s'arrêter à temps parce qu'il en ressortait pas trop cassé. D'accord. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu partages ou t'es pas du tout dans... Non, il a raison, surtout en boxe anglaise, c'est très très dur la boxe anglaise en plus. Je pense que c'est vrai qu'il faut savoir s'arrêter. Moi j'ai eu une très très longue carrière et puis j'étais encore en super forme. Tu vois, même là encore maintenant on me propose des trucs, je dis vous êtes sérieux les gars, vous savez l'âge que j'ai, donc c'est ridicule. J'ai Jimmy Finn qui est en Irlande et qui m'avait proposé 2 fois le championnat du monde de boxe anglaise, qui me dit ouais je t'ai vu, t'es in shape, t'es en forme, je te propose un truc, mais je lui dis t'es sérieux quoi, je vais venir avec mon déambulateur, tu vois, je rigole toujours avec ça. C'était récemment cette proposition? Ouais, c'était il y a 1 an, tu vois, et puis ouais non mais faut arrêter les conneries quoi, même si George Foreman a fait un combat à 47 ans, c'est vrai que je suis en super forme, mais il y a un moment faut arrêter les conneries, donc c'est à moins que ça soit un truc exhibition, tu vois, je veux bien faire des exhibitions pour des causes, pour les leucodystrophies, pour des choses comme ça, il n'y a pas de souci. Mais de là faire un vrai combat, même si t'es en super forme, faut pas déconner quand même. En plus, je te dis, j'ai pas du tout eu de regret de fermer le livre, tu fermes le livre, et puis c'est fini, il faut arrêter de penser, de parler de soi, c'est terminé, c'était une belle période, et puis on passe à autre chose. Donc moi, j'ai aucun regret, et puis je suis vraiment dirigé vers mes enfants surtout. Alors, tu avais mentionné quand même que tu avais eu un regret, c'est de ne pas avoir mis tes enfants à l'abri du besoin à travers toute ta carrière. C'est sûr. Tu penses qu'il a manqué quoi? C'était vraiment le contexte, la période, où il aurait fallu que toi tu aies plus de persévérance ou de conviction ou à t'imposer auprès des promoteurs sur... Non, je suis arrivé trop tôt. Si tu veux, je suis arrivé trop tôt. Et puis en France aussi, si tu boxes aux États-Unis et que tu deviens une bonne star aux États-Unis, tu peux monnayer. Tu vois, il y a les télés, il y a le pay-per-view, il y a plein de choses qui font que tu peux gagner de l'argent. Après, si t'es en mèche, comme à l'époque avec Acariès, si tu connais Acariès en anglaise, tu peux aussi gagner de l'argent parce qu'ils étaient en contrat avec Canal+. Il y a toujours
on va dire, je dis pas des magouilles, mais si tu connais des gens, c'est plus facile. Mais moi, je suis arrivé dans une génération où c'était un peu trop tôt. Puis tu sais, quand je vois des gens comme Boutier, les choses qu'il m'a dit en télévision, affreuses, quoi. Des gens, vous feriez mieux d'être dans votre cuisine, vous allez être bien amoché, on se revoit dans quelques années. Tu vois, il y a des choses qui sont... C'était trop tôt. Les gens n'étaient pas prêts à accepter des femmes dans des sports difficiles, dans des sports d'hommes, entre guillemets, quoi. Si tu vois ce qui se passe en ce moment à la télé, on revoit plein de trucs. C'est un peu dommage. Moi, j'ai vécu des expériences. Tu peux écrire un livre avec tout ce qui m'est arrivé par rapport à ça. On parle de racisme ou de je sais pas quoi, mais la ségrégation homme-femme dans le sport à l'époque, dans mon sport, c'était horrible. Magda ne le vit pas du tout comme ça parce qu'il y a une belle égalité en taekwondo. Mais bon, quand tu me parles de ne pas avoir mis mes enfants à l'abri, parce que aussi j'ai choisi une discipline où on gagne pas d'argent. Si j'avais pris le tennis, voilà, ça aurait été plus facile. Dans ces disciplines-là, je vois Magda comme elle galère, c'est horrible. Alors qu'en Espagne, dans d'autres pays, le taekwondo, ils sont professionnels, ils touchent de l'argent, t'es rien que championne d'Europe, tu peux presque t'acheter une baraque, tu vois, donc c'est des dimensions différentes par rapport au pays, mais il y a beaucoup de travail à faire. Puis c'est vrai que c'est toute cette différence par rapport à des footballeurs, des joueurs de Formule 1, de golf, et puis d'autres qui sont en train de galérer dans des disciplines super dures et qui gagnent pas de fric, c'est un peu dommage, tu vois, quand je vais à l'INSEP à Paris et que je vois tous ces gamins qui ont même pas les godasses qu'il faut pour courir et qui ont pas de sponsor, qui ont rien, qui s'arrachent pour payer l'INSEP, parce que l'INSEP c'est plus de 10 000 euros par an, donc tu vois, il y en a, ils font des crédits pour payer ça, parce qu'ils ont pas l'argent, et puis l'équipe de France, ils prennent tant de personnes, et peut-être pas tout le monde, donc il y a des choses très dures. Et en connaissant tout ça, à travers ton expérience, lorsque Magda a commencé à persévérer dans le taekwondo, alors on rappelle que Magda, donc c'est ta fille qui est en cours de qualification pour les Jeux Olympiques qu'elle va disputer au mois de mai. Quand Magda commence véritablement à se perfectionner dans le taekwondo, qu'elle rentre au pôle d'Aix, elle a 15 ans, est-ce que... là, toi, à travers ton vécu, tu lui mets des garde-fous? Je voulais pas la laisser partir au début. Je t'ai raconté, tu sais, quand elle avait 12 ans, on m'a demandé Magda, Myriam Baverel m'a demandé Magda, Myriam qui était l'entraîneur et qui était vice-championne olympique. Et moi, à 12 ans, j'ai dit hors de question. À 15 ans, elle a récidivé pour essayer d'obtenir Magda en pôle. Et puis, Magda m'a dit laisse-moi vivre mon rêve. Et là, j'avais plus du tout quoi lui dire, bien sûr. Laisse-moi vivre mon rêve. Voilà, oui, je l'ai laissé partir à Aix-en-Provence. Mais bien sûr que je l'ai mise en garde de plein de choses parce que j'avais un petit peu vécu ça, tout en étant au niveau du taekwondo. J'ai jamais été ni à l'INSEP ni au Krebs, je venais juste comme ça de temps en temps sur des stages et puis en compétition, mais j'ai vu des choses horribles qui se sont passées en taekwondo, comme dans toutes les disciplines, comme des choses que j'ai vécues aussi en boxe française. Moi j'ai vécu des choses affreuses en boxe française par rapport à des entraîneurs nationaux. Alors là, tu sais, quand on voit balance ton porc ou je sais pas quoi, je te dis, je pourrais écrire un livre, parce que quand t'as 15-16 ans et puis t'as des mecs de 30 ans qui te font des choses un peu bizarres, donc bien sûr que j'avais peur. Par rapport, alors justement, tu vois, tout ce vent, on va dire un vent de liberté où les langues se délient, est-ce que toi t'as pas eu envie? Écoute, si tu veux, moi j'ai fait le deuil de ça parce que j'ai vécu avec ça, j'ai vécu des choses très difficiles par rapport à ça, donc je le garde en moi et ça sert plus à rien. Ça fait, tu vois, j'ai 53 ans, ces gens-là ont des familles, ont peut-être des petits-enfants, je vais aller remuer des trucs, c'est compliqué, donc j'ai fait attention avec ma fille, je l'ai bien mise en garde de plein de choses, j'ai été très 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 vigilante sur beaucoup de choses. Après, il peut toujours se passer parce qu'on n'est pas derrière à 100% tout le temps, mais ça arrive dans tous les milieux, c'est pas que je veux pas non plus stigmatiser le sport, ça arrive dans la musique, ça arrive dans plein de choses, dans le mannequinat, ça arrive à l'école, ça arrive partout. Mais effectivement, moi, il y a pas longtemps, j'ai revu un entraîneur, j'ai vu ce mec-là qui m'a fait des choses pas terribles quand j'avais une quinzaine d'années, donc j'avais même fugué d'un Krebs à Boulouris, tu vois, pour... j'ai été tétanisé alors que j'ai 53 ans et que j'aurais pu lui dire « mais pourquoi t'as fait ça, pourquoi ?» Non, tu vois, donc effectivement ça laisse énormément de séquelles et de stigmates. Et puis ça réveille aussi des blessures que tu veux peut-être enfouir, parce que c'est vrai que quand je l'ai vu, ça a réveillé plein de choses, donc tu vois... Voilà, mais bon, je pense qu'on travaille là-dessus, et puis non, je vais pas parler de ça. On va revenir un peu sur toi aujourd'hui, donc tu entraînes au punch. Depuis 34 ans et demi. Voilà. Alors, tu avais mentionné que, c'est ta passion, mais que de toute façon, tu as besoin financièrement encore d'entraîner. C'est pas
Sans être vénal, c'est vrai que moi je suis seule avec mon fils, et puis c'est génial, c'est une passion le sport, mais quand j'ai des petits stagiaires, tu vois, qui me disent je veux vivre de ça, waouh, mon gars, il va falloir en faire des heures pour vivre décemment. Parce que le sport, c'est compliqué, tu vois, à part si t'es une star à entraîner ou tu trouves un créneau sympa. Mais c'est pas facile de vivre que du sport. Donc moi, ce que j'aime, c'est que ça me laisse une grande liberté. Ça me laisse des matinées, des après-midi pour aller courir avec mon chien, faire du vélo. J'adore être en osmose avec la nature, comme je t'ai dit, tu vois. Donc je profite aussi, j'essaie de recharger mes batteries pour pouvoir aider les autres, donner aux autres. Et puis je m'occupe de pas mal de gens, de tout horizon, des jeunes, des plus âgés. Et puis je me rends compte là actuellement avec cette période de crise que tout le monde en a besoin. Tu vois, je travaille avec un public très 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 diversifié et je me dis qu'ils ont vraiment besoin de se bouger, de faire du sport et de sortir un petit peu toute cette colère, le fait d'être privé de liberté et puis privé de plein de choses. Dernière petite question, c'est vrai que on va espérer que Magda se qualifie pour les JO. Malheureusement, Tokyo ne pourra pas être invité, donc tu le vivras par procuration d'ici, mais quel regard tu portes sur son parcours sportif ? Je suis très 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 admiratif de son travail parce qu'effectivement Magda au départ c'est une athlète qui n'avait pas les capacités physiques, qui était en dessous des autres et qui devait beaucoup travailler pour atteindre un résultat. Et ça c'est un entraîneur qui me l'a dit un jour et j'ai pris une bonne claque dans la gueule quand il m'a dit, tu vois, je pensais que c'était son papa était champion, sa maman était championne, elle a toujours baigné là-dedans, et puis il m'a dit non, c'est celle qui a besoin de plus travailler, mais elle est là avant l'heure, elle est là après l'heure et elle bosse comme une dingue. Donc vraiment, j'espère pour elle qu'elle va réussir à atteindre son but. Puis en plus, surtout qu'elle a un gros projet derrière. Il faut qu'elle arrive à aller au jeu et puis qu'elle puisse faire son association comme elle veut. Très bien. Merci Valérie. Merci à toi. Et depuis cette interview, on a appris que Magda Viet-Henin s'était qualifiée pour les JO de Tokyo en taekwondo. Valérie Henin pourra donc supporter sa fille cet été, mais à distance, évidemment. C'était Mon Stade à moi, Valérie Henin interrogée par Aymeric Imbert. Mon Stade à moi, un podcast Est républicain Lorrain Vosges Matin, à retrouver sur nos sites internet et toutes les plateformes de podcast. À bientôt sur un autre stade.